Nous sommes en milieu d'après-midi, le 4 avril 1977, à Huntsville, en Alabama. Autour de son terminal aéroportuaire, tout suit la routine habituelle. Des bagages et des chariots roulent sur le bitume mouillé, les passagers se dépêchent à travers le terminal. Et un tracteur de repoussage attend impatiemment devant le train d'atterrissage avant d'un modeste DC-9 qui se prépare à partir. La pluie a déjà commencé à tomber et le ciel présente cet aspect plat et délavé qu'il prend lorsque des orages approchent. Mais au-delà de la zone de l'aéroport, quelque chose est en train de se préparer. Dans toute l'Alabama et la Géorgie, le temps de l'après-midi est sur le point de devenir vraiment violent. Et les pilotes du vol Southern Airways 242 sont sur le point de le découvrir à leurs dépens. Le vol 242 est arrivé à Huntsville après un court trajet depuis Muscle Shoals, en Alabama, et se préparait maintenant pour une rotation très rapide. Le vol à venir était l'un de ces trajets qui, sur le papier, ne semblait pas du tout compliqué. Il était censé s'agir d'un simple court trajet de Huntsville à Atlanta, et il était prévu qu'il ne dure qu'environ 25 minutes. L'altitude de croisière prévue était donc également assez basse, seulement 17 000 pieds, et le trajet du vol allait directement du départ de Huntsville vers un radiophare VOR appelé Rome, qui les mènerait ensuite vers l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Dans une compagnie organisée autour de vols rapides et d'horaires serrés, ce vol était cependant tout à fait standard pour Southern Airways. Encore une rotation dans une journée remplie de situations similaires où l'avion arrivait, échangeait ses passagers, puis devait repartir dès que possible. Ce rythme caractérisait justement cette escale à Huntsville. Le DC-9 restait à la porte d'embarquement une dizaine de minutes, le temps de débarquer et embarquer les passagers, déplacer les bagages, mettre à jour la paperasse et refermer les portes. L'équipage devait donc condenser ses vérifications et procédures dans un laps de temps ne permettant que ce qui était strictement nécessaire. Les deux pilotes dans le cockpit étaient également proches de la limite de leur temps de service autorisé et devaient maintenant sauter le déjeuner après avoir été en service depuis plus de 7 heures. Ils utilisaient donc les quelques minutes disponibles pour préparer le cockpit, faire les briefings de décollage et en route, et se créer un modèle mental du court vol à venir. Mais chez Southern Airways, c'était pratiquement la norme. Le commandant de bord, qui avait 54 ans à l'époque, totalisait environ 19 000 heures de vol, dont environ 3 200 heures sur le DC-9. Et son copilote, qui avait 34 ans, comptait environ 3 900 heures de vol. Mais il avait beaucoup moins d'expérience sur ce type d'appareil, avec seulement environ 235 heures dessus jusqu'à présent. Pour ce vol, 81 passagers et 2 membres d'équipage cabine, soit 85 personnes, seraient à bord. L'appareil qu'ils allaient bientôt piloter était un McDonnell Douglas DC-9-31 rutilant, immatriculé November 1335 uniforme. Et il était propulsé par 2 moteurs Pratt & Whitney JT8D-7A. Ces moteurs allaient bientôt jouer un rôle majeur dans cette histoire. Alors que les pilotes se préparaient, la météo à l'extérieur commençait lentement à se dégrader. À 15h33, l'aéroport signalait des orages et des averses de pluie modérées, avec un plafond fragmenté d'environ 800 pieds et des vents soufflant à environ 16 nœuds. Ces conditions restaient acceptables pour le vol à venir, tant que les pilotes veillaient à éviter ces orages. J'ai moi-même déjà volé de nombreuses fois dans des conditions météorologiques très similaires, et lorsque vous faites face à ce type de météo, tant que vous disposez des bonnes informations et que vous restez vigilant, cela devrait être relativement facile à gérer. Mais le problème ce jour-là ne venait pas vraiment de la météo à l'aéroport de Huntsville lui-même. Non, c'était plutôt le système convectif qui évoluait rapidement dans la région environnante et qui était sur le point de devenir quelque chose de vraiment violent. Au moment où le vol 242 se préparait au départ, des conditions météorologiques sévères étaient déjà observées dans la région et elles s'aggravaient rapidement. Au cours de l'après-midi, environ 20 tornades avaient été confirmées en Alabama et en Géorgie, et l'une d'elles avait même été signalée près de Rome, en Géorgie, exactement sur la route prévue du vol 242. Or, rien de cela n'était arrivé soudainement ou de façon imprévisible. En réalité, le Service national de la météo avait commencé à rendre publique la gravité de la situation à travers une série de avis de tornades et de sigmettes près de 3 heures avant que le vol 242 ne quitte Huntsville. En fait, des informations à ce sujet avaient déjà été incluses dans les documents remis à l'équipage de conduite avant qu'ils ne quittent leur précédente destination, Muscle Shoals.
Mais les avertissements sur papier n'ont parfois pas le même effet sur la perception de la situation par les pilotes qu'une carte météo en temps réel, surtout que les orages et les dangers qui les accompagnent sont souvent très localisés et peuvent la plupart du temps être facilement évités. De plus, en 1977, il n'y avait ni météo satellite dans le cockpit, ni iPad avec affichage météo en direct, donc obtenir des informations en temps réel sur les conditions météorologiques sévères dans le cockpit dépendait d'une chaîne. Les services météo devaient d'abord diffuser l'information, la compagnie aérienne s'abonner, la transmettre, puis l'équipage la consulter et en faire le briefing. Le produit en temps réel le plus direct du Service météorologique national à l'époque était un système d'alerte narrative appelé RAWARC, qui consistait en un flux de rapports en temps réel et de messages de coordination. Conçu spécifiquement pour tenir les abonnés informés de l'évolution rapide de la météo, des informations radar et des alertes auxquelles Southern Airways n'était pas abonné, mais ils avaient accès à un autre système, un produit radar acheminé par le bureau météorologique appelé le Radar Remote System, ou WBRR. Et il produisait fréquemment des impressions des images radar régionales, puis les transmettait par fax à ses abonnés. En théorie, cela offrait au bureau de briefing une image radar quasi temps réel, actualisée assez fréquemment pour que les répartiteurs voient où les intempéries se formaient, s'intensifiaient et leur vitesse de déplacement. Mais lorsque les pilotes du vol 242 se sont arrêtés à Huntsville, le fax du bureau local de Southern Airways ne fonctionnait pas. Ainsi, leurs agents d'exploitation n'ont pas pu inclure ces impressions radar dans le dossier d'information qui leur a été remis. Puis, 9 minutes avant le départ, un agent d'exploitation de Southern Airways a tenté d'appeler le bureau du Service météorologique national à Athens, en Géorgie, pour obtenir des informations actualisées. Mais la ligne était occupée, alors il a rapidement abandonné. À la place, l'équipage a simplement reçu les dernières observations METAR de quelques aéroports sur la route. Cela signifiait que les pilotes du vol 242 ne disposaient plus que de quelques sigmètres et de rapports vieux de plusieurs heures, ainsi que des observations météorologiques des aéroports le long de la route, donnant seulement des instantanés des conditions à ces moments et lieux précis, ce qui était évidemment totalement insuffisant. Et c'est probablement la partie qui peut être un peu difficile à comprendre vue de l'extérieur. Vous voyez, un équipage de conduite peut tout faire correctement selon les procédures, et pourtant fonctionner avec une vision dangereusement incomplète de la situation météorologique réelle, à moins qu'il n'en fasse part et ne demande davantage d'informations. Mais une rotation de 10 minutes signifie qu'il y aura très peu de temps pour réellement évaluer la météo correctement, donc une rotation aussi serrée augmentera le risque que quelque chose soit manqué. Quoi qu'il en soit, une fois la cabine rapidement fermée, le vol 242 a quitté la porte d'embarquement et a commencé à rouler sur le tarmac sous la pluie. À présent, le commandant de bord allait assurer la surveillance et le copilote serait aux commandes pour ce court trajet et finalement, le DC-9 s'est aligné pour le décollage. Depuis le cockpit, la météo à venir paraissait gérable. C'est quelque chose que les pilotes devraient pouvoir traverser facilement en utilisant leur radar météo et l'aide du contrôle aérien. Ainsi, à 15h54 locale, le DC-9 a décollé de la piste à Huntsville et a commencé à monter sous la pluie. Juste après le décollage, le commandant surveillait son radar météo pour trouver un passage sûr. Mais à ce moment-là, tout ce qu'il voyait, c'était de la pluie, alors il a dit au copilote « Le radar en est plein, choisis ta route ». Un instant plus tard, le contrôle de départ de Huntsville a appelé et a dit « Southern 242, je vois une ligne de mauvais temps qui semble correspondre à des précipitations modérées, voire fortes, à partir d'environ 5 miles devant vous. » Et en réponse à cela, le commandant de bord a répondu « D'accord, nous sommes dans la pluie en ce moment. Ça n'a pas l'air beaucoup plus fort que ce qu'on traverse actuellement, n'est-ce pas? C'est une masse compacte. Ça semble un peu plus fort que ce que vous traversez actuellement, a répondu le contrôleur aérien. Et cela a poussé les deux pilotes à regarder d'un peu plus près leur radar météo. Le radar du DC-9 était un appareil assez basique avec un écran noir et blanc appelé Bendix RDR1 Echo. Son écran ne mesurait qu'environ 5 cm de diamètre, donc rien à voir avec les écrans couleur que nous avons aujourd'hui qui affichent les orages en bande nette de vert, jaune et rouge.
Sur le Bendix, les précipitations apparaissaient comme des parasites blancs sur un fond noir. Et si vous vouliez avoir une idée de l'intensité, il fallait alors passer le radar en ce qu'on appelait le mode contour. Avec cela, les précipitations les plus intenses étaient identifiées comme un trou noir à l'intérieur du bloc de parasites blancs, créant ainsi un contour blanc entourant un vide noir. Mais le problème, c'est que ces trous de contour étaient de la même couleur que le fond. Cela signifiait donc qu'une zone dégagée dans la météo et le cœur le plus intense d'un orage pouvait, à première vue, se ressembler énormément. Ces pilotes avaient de l'expérience avec ce radar et en connaissaient les particularités, mais cela restait un système qui devait être interprété au lieu de simplement montrer aux pilotes ce qui se passait. Et en plus de cela, le radar fonctionnait également dans une partie du spectre radio appelée la bande X, qui couvre des fréquences relativement élevées et des longueurs d'onde courtes. Cela signifiait qu'il était particulièrement vulnérable à un phénomène appelé atténuation. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en gros, ce type de radar météo fonctionnait en envoyant des ondes radio sur les précipitations, puis en mesurant la quantité de signal qui revenait au récepteur. Plus le signal de retour est fort, plus les précipitations sont importantes. Mais si l'avion se trouvait déjà dans ou très près de fortes précipitations, alors une grande partie du signal serait réfléchie. Que les ondes radar n'atteignaient jamais les précipitations plus éloignées, ce qui faisait apparaître ces zones comme de l'air clair avec seulement une légère brume affichée sur le radar près de l'antenne. Et la conséquence pratique de cette lacune était qu'il pouvait devenir totalement impossible de déterminer ce qui était un trou de contour, une ombre radar causée par l'atténuation du signal ou ce qui était en réalité simplement de l'air clair. Cela semblerait juste un fouillis incompréhensible de noir et blanc à l'écran. Et ce que cela signifiait pour cette histoire, c'est qu'au moment où le vol 242 quittait Huntsville en montée à travers les nuages et la pluie, l'image radar qu'ils utilisaient était probablement déformée de cette manière. Précisément au moment où ils en avaient le plus besoin. Comme nous, pilotes, volons souvent dans des nuages denses près des précipitations et orages, nous devons pouvoir compter sur notre radar météo. En fait, nous ne partirions même pas sans lui, à moins d'être certains que nous ne rencontrerons pas de mauvais temps en route. Mais il est intéressant de noter que ce n'est pas ainsi que la plupart d'entre nous gèrent leur sécurité en ligne, même si nous savons qu'il existe des menaces. C'est là qu'intervient le sponsor d'aujourd'hui, NordVPN. Vous voyez, Nord commence par chiffrer votre connexion, afin que personne ne puisse voir ou suivre votre activité sur Internet, et c'est en fait le seul VPN à être accrédité par des testeurs indépendants en cybersécurité. C'est parce qu'en plus du VPN Nord propose aussi de nombreuses fonctionnalités de cybersécurité, comme la surveillance du dark web, qui analyse les recoins douteux du web et vous avertit si vos informations apparaissent là-bas à la suite, par exemple, d'une fuite de données. Ainsi que la fonction Threat Protection Pro, qui détecte au moins 85% de toutes les tentatives d'hameçonnage et les bloque avant même qu'elles ne se chargent. Ainsi, vous n'ouvrirez jamais de liens douteux, sites web ou fichiers corrompus, car Nord ne vous en donnera pas la possibilité. En ce moment, vous pouvez obtenir 4 mois supplémentaires gratuits lorsque vous souscrivez à leur offre de 2 ans en utilisant ce QR code ou en allant sur nordvpn.com/pilot. Et n'oubliez pas, Nord vous offre toujours une garantie de remboursement de 30 jours, donc vous pouvez l'essayer sans aucune pression. Merci Nord. Maintenant, revenons à la vidéo. Dans tous les cas, le commandant de bord a maintenant remercié le contrôleur aérien pour son aide, mais en même temps, la confusion concernant ce qu'ils avaient réellement devant eux ne s'était pas vraiment améliorée. Le copilote ajouta alors « Je n'arrive pas à lire ça, ça ressemblait juste à de la pluie. Qu'en penses-tu » ? « Il y a un trou ?» Et le commandant de bord répondit en disant « Il y a un trou juste là, c'est tout ce que je vois. » Maintenant, cette recherche d'un trou dans une ligne d'orage violent était en réalité une affaire assez risquée, surtout en se fiant à un radar météo aussi primitif. Il existe des situations où il n'y a tout simplement aucun moyen sûr de traverser une ligne d'orage, auquel cas la seule chose à faire est de dérouter et d'attendre que la ligne de grain passe. Mais bien sûr, c'est facile à dire. Les orages étaient et sont toujours un phénomène très courant dans cette région, et ces pilotes venèrent de traverser ce même type de météo il y a à peine 1 heure sans réel problème. Ils pensaient donc probablement que ce ne serait pas bien pire sur ce trajet et qu'ils avaient un horaire à respecter.
La Get There ITIS est quelque chose de très puissant, et si vous la combinez avec une altitude de croisière basse, où vous êtes pratiquement constamment au milieu des nuages et du mauvais temps, avec un radar météo primitif, vous obtenez un mélange assez dangereux, comme nous allons bientôt le voir. Avant de continuer, il vaut probablement la peine de s'arrêter ici et d'expliquer un peu plus le type de météo que cet avion allait maintenant traverser. Vous voyez, de violents orages ne sont pas simplement des averses un peu plus intenses. Non, ce sont en réalité des systèmes météorologiques locaux complètement autonomes, construits autour de mouvements verticaux très violents de l'air à l'intérieur. Ils peuvent être créés, par exemple, par de l'air humide qui s'élève rapidement dans une masse d'air instable ou par l'air froid et dense d'un front froid qui soulève l'air chaud et humide devant lui, le refroidissant rapidement et libérant ainsi son énergie. Vous pouvez toujours reconnaître ces orages à leur apparence sombre à la base, à leur hauteur extrême qui peut dépasser largement le plafond maximal de la plupart des avions et à leurs enclumes blanches diffuses et effilochées au sommet. Les orages créés par des poches d'air locales sont souvent très localisés. Mais les orages créés par des fronts froids, comme dans ce cas, peuvent être massifs et aussi former ce qu'on appelle des lignes de grains, qui sont de véritables murs de cellules pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres. Et peu importe comment elles se forment, l'air à l'intérieur de ces cellules est constamment en mouvement ascendant et descendant, emportant tout ce qui se trouve à l'intérieur avec lui. Pour un avion, cela correspond généralement à des turbulences sévères ou extrêmes où les courants d'orage provoquent des variations soudaines et imprévisibles du vent vertical, sollicitant les ailes en quelques secondes. Même si un avion reste dans ses limites structurelles à l'intérieur d'une telle cellule, passagers et équipage peuvent être violemment projetés contre le plafond. Les compartiments à bagages peuvent s'ouvrir et leur contenu se répandre, risquant de blesser gravement toute personne non attachée. De plus, ces mouvements d'air peuvent causer des variations rapides de vitesse, menant à des survitesses, des décrochages, voire, dans des cas extrêmes, à un crash de l'avion. Et les puissants courants ascendants créent souvent de gros grêlons qui peuvent fissurer ou briser les vitres extérieures du pare-brise, ainsi qu'enfoncer ou détruire les composants composites fragiles et les bords d'attaque. Maintenant, ce type d'orage violent peut évidemment se produire n'importe où. Mais dans le sud et le centre des États-Unis, l'air chaud et humide du golfe du Mexique rencontre souvent l'air plus froid et sec du nord et de l'ouest. Cela crée souvent exactement le type d'instabilité nécessaire pour alimenter des tempêtes vraiment extrêmes et des lignes de grains. Tout cela est bien sûr bien connu, et même à l'époque, les pilotes apprenaient à ne jamais essayer de traverser des cellules convectives, mais plutôt à leur donner au moins 5000 nautiques de séparation latérale et idéalement 20 000 si possible. Ce genre de marge est nécessaire car les dangers de ces tempêtes ne s'arrêtent pas simplement à l'extérieur du nuage lui-même. Elle peut en réalité projeter des dangers bien au-delà de sa position apparente. Quoi qu'il en soit, à 15h57, la météo devant eux ne ressemblait plus à une gêne éparse, mais à un problème continu et unique. Sur la fréquence, le ton du contrôleur aérien restait calme, mais le message changea un peu lorsqu'il dit « Vous êtes maintenant dans ce qui semble être la partie la plus intense. Quelles sont vos conditions de vol ?» Le commandant de bord répondit et expliqua qu'il subissait de légères turbulences, et, du moins pour le moment, ce qui semblait être une pluie modérée. Et le contrôleur aérien répondit qu'après avoir consulté son affichage radar, il ne pensait pas que la situation allait empirer, puis il les transféra au contrôleur suivant du centre de contrôle de Memphis. Dans le cockpit, la dernière déclaration du contrôleur aérien a sans doute été vue comme rassurante, correspondant à l'idée de l'équipage. La météo était défavorable, mais non catastrophique. On pouvait alors entendre le commandant de bord dire « Tant que ça ne devient pas plus intense, ça ira », et le copilote était d'accord. Mais à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans la tempête, le commandant de bord ajouta bientôt « Ça y est, tiens bon, cow-boy ». Quelques minutes plus tard, il ajouta « On ferait mieux de ralentir ici, dans cette saleté. » À cela, le copilote répondit « Je m'en occupe. » Il réduisit donc maintenant la vitesse à la vitesse de pénétration en turbulence de 285 nœuds afin d'atténuer les effets de la turbulence qu'il subissait manifestement. Quelques minutes plus tard, le DC-9 atteignit son altitude de croisière prévue de 17 000 pieds, mais au lieu que la météo s'améliore, les cellules devant eux continuaient simplement de se développer. Le commandant de bord continua à regarder son image radar et dit « Ça a l'air chargé, rien ne passe à travers ça. »
Mais rappelez-vous qu'avec leur affichage météo primitif, la différence entre une route possible et un piège potentiellement dangereux pouvait ne tenir qu'à quelques pixels de contraste. « C'est un trou, non ?» demanda le copilote, cherchant toujours un chemin possible entre les cellules, et le commandant de bord hésita. « Ça ne montre pas de trou, si ?» L'ambiance dans le cockpit changeait aussi à ce moment. La pluie modérée, qui ressemblait auparavant à un sifflement, était maintenant devenue un rugissement, puis elle s'est transformée en quelque chose de complètement différent lorsque l'enregistreur de voix du cockpit a commencé à capter des bruits sourds et secs qui ne ressemblaient certainement plus à de l'eau. Le commandant demanda au copilote de piloter manuellement à environ 285 nœuds, alors qu'un orage de grêle frappait l'avion de plein fouet. Cela a commencé par des impacts et des coups isolés, mais cela s'est ensuite transformé en un martèlement continu qui secouait tout le fuselage. En quelques secondes, les pilotes sont passés de l'observation des échos météo sur leur radar à se retrouver plongés dans la tempête. Le copilote a alors demandé « Par où allons-nous? On traverse ici ou on sort? Je ne sais pas comment on va passer par ici. » Sans qu'ils le sachent, la tempête qui les entourait désormais s'étendait aussi sur des dizaines de milliers de pieds au-dessus d'eux. Il n'y avait donc aucune issue évidente et ils étaient piégés. Néanmoins, ils ont maintenant essayé de forcer le passage, parce que c'est ce que l'on fait quand on est encore convaincu qu'il existe une route pour sortir. Les procédures modernes aujourd'hui recommandent d'envisager immédiatement un demi-tour à 180 degrés pour ressortir rapidement, en maintenant la vitesse de pénétration en turbulence et en augmentant l'éclairage du cockpit pour contrer l'aveuglement causé par les éclairs. Mais cela n'a pas eu lieu cette fois. Le commandant de bord s'est alors mis à crier des morceaux de phrases désignant par des mots une image et un plan que seul pouvait voir. « Je sais que tu vas devoir sortir. » Et le copilote a répondu « Oui, juste à travers cette bande », ce à quoi le commandant de bord a rétorqué. Tout est dégagé à gauche, à peu près. Je pense qu'on peut traverser là maintenant, et le copilote a répondu « Très bien, on y va. » Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la tempête, la grêle s'est de nouveau intensifiée, avec des grêlons que des témoins ont ensuite décrits comme étant de la taille de balles de tennis. Et alors qu'il traversait cela, le contrôleur aérien, qui bien sûr n'avait aucune idée de la gravité de la situation, leur a donné une nouvelle autorisation. Southern 242 descendait et maintenait 14 000. Cela signifiait que le vol avait déjà atteint son point de début de descente prévu, donc le contrôleur facilitait maintenant leur descente vers Atlanta. Dans la cabine, l'équipage de cabine avait pu ressentir la situation même sans avoir accès à aucun instrument. Le bruit de la grêle frappant l'avion, associé à la turbulence et à l'obscurité générale à l'intérieur du nuage, aurait donné tous les indices dont ils avaient besoin. L'un des agents de bord a alors pris le combiné du système de sonorisation et a dit aux passagers de garder leur ceinture attachée, de se détendre et que tout cela serait bientôt terminé. Elle le faisait d'une voix posée et rassurante, assumant efficacement le rôle que les pilotes ne pouvaient assurer alors. Elle empêchait ainsi les 81 passagers de paniquer, dans une situation qui était déjà très effrayante et qui allait devenir bien pire. Dans le poste de pilotage, après avoir accusé réception de l'autorisation de descente, les pilotes ont réduit les manettes de poussée au ralenti et entamé la descente au cœur des précipitations. Et avant d'aborder la suite des événements, je voudrais juste parler un peu du fonctionnement des moteurs à réaction et de la multitude de choses qui peuvent se produire s'ils commencent à ingérer beaucoup d'eau et de grêle. Vous voyez, un moteur à réaction fonctionne en maintenant un flux d'air constant à travers son cœur. Les étages de compresseurs à l'avant aspirent, compressent et accélèrent l'air avant qu'il ne soit mélangé avec du carburant dans la chambre de combustion, puis enflammé pour produire des gaz d'échappement chauds et en expansion. Ces gaz font ensuite tourner les étages de turbine avant de s'échapper à l'arrière du moteur et la turbine alimente à son tour les compresseurs et le ventilateur à l'avant, permettant ainsi au moteur de maintenir ce cycle en continu. Vous pouvez imaginer cela comme un ballon que vous relâchez pour laisser l'air s'échapper, qui continuerait ensuite à se remplir tout seul. Maintenant, l'énorme ventilateur à l'avant produit en réalité la majorité de la poussée du moteur en combinaison avec les gaz d'échappement chaud à l'arrière, mais c'est le cœur du moteur qui fournit l'énergie permettant à toute la machine de fonctionner.
Le problème, cependant, c'est que lorsqu'un turboréacteur commence à ingérer de grandes quantités d'eau et de grêle, une partie de l'énergie qui aurait normalement servi à faire tourner le moteur est détournée. L'énergie de la turbine est alors utilisée pour transformer cette eau en vapeur, ce qui réduit la température de la flamme dans la chambre de combustion. Cela signifie donc que plus le rapport eau-air augmente, plus la température que le carburant peut produire diminue, ce qui réduit à son tour l'effet des gaz en expansion qui entraînent les turbines. Donc, avec une poussée constante, plus la pluie devient intense, moins le moteur produira de pression au compresseur, de vitesse de rotation du ventilateur et de poussée. Cela reste normalement très gérable et les fabricants de moteurs comme Pratt & Whitney ont prévu une large marge de sécurité, puisque voler sous la pluie est évidemment à prévoir. Mais si l'ingestion d'eau devient suffisamment extrême, le cœur du moteur peut être amené à des conditions inférieures à la poussée de ralenti. Parce que la quantité de carburant nécessaire pour stabiliser le moteur sous cette charge d'eau dépasse ce que le système de régulation du carburant peut fournir, et donc ce que la combustion peut soutenir. Et finalement, si les conditions pour une combustion stable ne peuvent pas être maintenues, eh bien la combustion cessera et les moteurs s'éteindront tout simplement. Ce danger devient alors bien pire à des réglages de puissance plus faibles à cause de ce qu'on appelle le scoop factor. Vous voyez, une entrée de moteur ne fait pas que prendre de l'air, elle prélève en fait une colonne d'air proportionnelle à la vitesse de l'avion et à la taille physique de l'entrée. À des réglages de poussée plus élevés, le moteur aspire la majeure partie de cet air à travers le cœur et les conduits de dérivation parce qu'il en a réellement besoin. Mais à la poussée au ralenti, le flux d'air dans le cœur est réduit. Donc le moteur n'a tout simplement pas besoin et en fait ne peut pas avaler toute la quantité d'air que le mouvement vers l'avant de l'avion essaie de forcer à travers ses entrées. Cela signifie que le flux d'air à l'entrée va s'ajuster de sorte qu'une partie de l'air sera déviée autour du moteur au lieu d'y entrer, et cela fonctionne parfaitement bien pour l'air puisqu'il a une très faible inertie. Mais les gouttelettes d'eau ou les grêlons ont une inertie bien plus grande et ne seront pas déviées aussi facilement, ce qui signifie que même si le flux d'air à travers le cœur diminue, la quantité d'eau ingérée reste en grande partie la même. Ou en d'autres termes, il y aura beaucoup moins d'air mais presque la même quantité d'eau ou de grêle, ce qui entraîne un rapport eau-air qui augmente rapidement. De plus, à des vitesses de rotation du ventilateur plus faibles, un autre phénomène aggrave la situation. Lorsque le ventilateur tourne vite, il agit comme un bouclier en projetant beaucoup d'eau vers l'extérieur, dans le flux de dérivation du moteur. Mais lorsqu'il tourne plus lentement, davantage de ces gouttelettes passeront entre les pales et continueront ensuite plus profondément dans le moteur. Donc, tout cela combiné signifie que sous de très fortes précipitations, une poussée plus faible qui réduit également le flux d'air dans le cœur augmente aussi la concentration d'eau atteignant le cœur du moteur en premier lieu. Ce rapport plus élevé entre l'eau et l'air s'ajoute alors à la poussée déjà plus faible au ralenti et il devient beaucoup plus facile de dépasser la capacité du moteur à continuer de fonctionner. C'est pourquoi l'endroit le plus dangereux dans une situation comme celle-ci n'est pas de voler en croisière sous une forte pluie et de la grêle, mais plutôt de descendre à une vitesse R relativement élevée avec les manettes de poussée tirées en arrière. C'est exactement ce que faisait maintenant le vol 242. Descendant sous une pluie et une tempête de grêle digne d'un déluge, à grande vitesse et moteur au ralenti. Ainsi, à mesure que les moteurs du vol 242 aspiraient davantage d'eau, la rotation des turbines a vite chuté, empêchant les générateurs de rester en ligne et de produire de l'électricité. Soudain, le cockpit et la cabine ont perdu toute alimentation électrique normale. L'éclairage des instruments et plusieurs systèmes, dont l'enregistreur de voix, se sont éteints dans le cockpit, tandis que dans la cabine, les lumières normales se sont aussi soudainement éteintes, donnant aux passagers l'impression d'une coupure brutale en plein vol. Pour les pilotes à l'avant, perdre toute alimentation électrique au milieu d'un orage, luttant contre grêle et turbulence, devait aussi être terrifiant. Cette panne a duré 36 secondes et, lors du retour de l'alimentation, c'est sans doute parce que les manettes de poussée étaient assez avancées pour réactiver les générateurs. Quand l'enregistreur du cockpit a refonctionné, il a d'abord capté le copilote disant « Ça y est, c'est revenu ».
Pendant la panne, les radios étaient aussi hors service et le contrôleur aérien avait tenté plusieurs fois de les joindre. Ce n'est qu'à la 5e tentative qu'ils ont réussi à établir le contact et le contrôleur aérien a alors demandé à l'équipage de remonter de 14 000 pieds à 15 000 pieds afin d'assurer la séparation avec un autre trafic présent dans la zone. Le commandant a vite accusé réception et informé le contrôleur qu'il tentait d'atteindre l'altitude. Pendant ce temps, la grêle continuait de s'abattre sur le pare-brise et bientôt des toiles d'araignée de fissures commencèrent à se former sur la vitre extérieure, rendant la visibilité presque impossible. Pire encore, ce que personne ne savait alors, c'est qu'à l'intérieur des moteurs, l'équilibre des températures et pressions changeait, et pas dans le bon sens. Vous voyez, les étages du compresseur haute pression fonctionnent dans une plage spécifique de conditions, définie d'une part par la masse du flux d'air et d'autre part par le rapport de pression. C'est-à-dire la pression à l'arrière du compresseur divisée par la pression à l'avant. Plus ce rapport devient déséquilibré, plus le moteur se rapproche d'une limite imaginaire appelée la ligne de pompage, qui est le point où l'écoulement d'air régulier de l'avant vers l'arrière à travers le cœur du moteur s'effondre. Et qu'est-ce que cela signifie alors? Eh bien, en gros, l'eau évaporée va refroidir l'air lorsqu'il sort du compresseur haute pression et entre dans la chambre de combustion. Et comme ce flux refroidi perd de l'énergie, il ralentit également et commence à s'accumuler au lieu de s'écouler proprement vers l'arrière. Cela provoque alors une augmentation de la pression près de l'extrémité arrière du compresseur haute pression, ce qui conduit à un rapport de pression plus élevé. Et lorsque ce rapport dépasse la ligne de pompage, l'air commencera à se frayer un chemin vers l'avant, cherchant à atteindre l'équilibre avec les pressions plus basses près de l'entrée. Et cette inversion du flux d'air marque le début de ce que l'on appelle un pompage du compresseur ou décrochage du compresseur. Maintenant, ces décrochages ont tendance à se produire de manière cyclique et périodique, où le flux d'air s'effondre, s'inverse puis se rétablit avant de s'effondrer à nouveau, chaque cycle frappant le moteur plus violemment que le précédent. À ce stade, les moteurs du DC-9 fonctionnaient déjà très près de cette ligne de pompage, alors qu'une grande quantité de pluie et de grêle continuait d'être aspirée. Puis, pendant la panne de courant, le copilote a probablement augmenté légèrement la poussée en réponse à la diminution du régime moteur, ce qui a finalement permis de rétablir l'alimentation électrique. Mais cela a également fait dépasser le rapport de pression de fonctionnement au-delà de la ligne de pompage, provoquant ainsi le début du pompage des moteurs. Tous les pilotes apprennent à sortir d'un pompage moteur en réduisant vite la poussée pour laisser le compresseur se rétablir. Mais au milieu de ce chaos dans lequel ils se trouvaient, avec les turbulences et leurs pare-brise qui se fissuraient, les pilotes semblaient ne pas être conscients du pompage lorsque celui-ci a commencé. Et vous souvenez-vous de cette demande du contrôleur aérien de monter? Oui. Quand le vol 242 a reçu l'ordre de remonter à 15 000 pieds, le copilote a avancé la manette de poussée au pire moment. Avec les moteurs en pompage, l'augmentation du débit de carburant et la demande de poussée accrue ont aggravé la situation, la rendant catastrophique. La violence des pompages a aussitôt fortement augmenté, provoquant de brusques pics de pression interne qui devinrent rapidement si puissants qu'ils poussèrent les 6 aubes de l'étage du compresseur basse pression vers l'avant jusqu'aux aubages directeurs du 5e étage. Cela a alors provoqué la désintégration des aubes et des aubages directeurs, projetant ces débris plus profondément dans le cœur du moteur. Et une fois qu'ils ont atteint le compresseur haute pression, les dégâts se sont multipliés et ce qui n'était au départ qu'un problème d'écoulement d'air instable s'est transformé en un effondrement en cascade de l'ensemble du système de compression. De plus, l'écoulement d'air perturbé et l'efficacité réduite du compresseur, combinés à l'injection de carburant supplémentaire quand le copilote a avancé les manettes, ont entraîné une rapide montée en température des moteurs et une surchauffe catastrophique. Les composants en aluminium dans les sections du compresseur ont commencé à fondre et des scories en fusion ont alors été projetées à travers le système de compression. Donc, en tout, en l'espace d'environ 1 minute, les 2 moteurs sont alors complètement tombés en panne avec des dommages internes si graves qu'il serait impossible de les redémarrer. Dans le poste de pilotage, les indications de cette situation sont alors apparues en rapide succession. D'abord, cela s'est manifesté par une réponse anormale des manettes de gaz, puis par la panne totale du moteur gauche.
Le copilote a signalé qu'un moteur ne montait pas correctement en régime, tandis que le commandant de bord a informé le contrôleur aérien qu'ils avaient perdu un moteur. Et cela a été suivi quelques instants plus tard lorsqu'il a ajouté « L'autre moteur est en train de lâcher aussi », ce à quoi le contrôleur aérien a simplement répondu, répété, et à cela, le commandant de bord, désormais désemparé, a transmis « Nous avons perdu les deux moteurs. Donnez-nous un cap vers une zone dégagée. » En entendant cela, le contrôleur aérien a pris leur dernière position et a conseillé de contacter l'approche d'Atlanta pour obtenir des caps vers la base aérienne de Dobbins, au nord-ouest d'Atlanta. Le copilote a mentionné au commandant de bord que c'était là qu'il avait effectué une partie de sa formation militaire et il a également ajouté « Dis-leur de me donner un cap vers Dobbins si c'est dégagé ». Mais seulement quelques secondes plus tard, alors que les pilotes tentaient désespérément de rallumer au moins un de leurs moteurs, la vitesse de rotation du moteur endommagé est descendue en dessous du seuil nécessaire pour alimenter les générateurs de l'avion. Et le DC-9 s'est de nouveau retrouvé dans le noir, disparaissant du radar et perdant le contact radio. Et cette fois, la panne totale allait durer un peu plus de 2 minutes, précisément au moment où les pilotes avaient le plus besoin d'être guidés et aidés. Cela tournait désormais au véritable cauchemar. Les pilotes faisaient face à la perte totale des deux moteurs à moins de 15 000 pieds, au cœur d'un orage torrentiel et avec un pare-brise fissuré. Le copilote pilotait désormais l'avion à la main et à cette époque, il n'existait aucune procédure ni formation réelle pour réagir à une double panne moteur. Cela s'expliquait par le fait que, jusqu'à ce moment-là, la possibilité que cela se produise était considérée comme tellement improbable qu'elle ne valait même pas la peine d'être prise en compte. Mais à bord du vol 242, ce scénario improbable était désormais bien réel. Avec seulement quelques minutes avant que leur avion sans puissance ne touche le sol, les pilotes avaient très peu de temps pour préparer un atterrissage d'urgence. Et pour aggraver encore les choses, alors qu'ils étaient en panne totale d'électricité, l'équipage avait effectué un virage à 180 degrés vers l'ouest-nord-ouest, les éloignant d'Atlanta et de Dobbins. Le CVR ayant cessé d'enregistrer pendant la coupure de courant, nous ne saurons jamais vraiment pourquoi ils ont agi ainsi, mais il est possible qu'ils aient vu un ciel dégagé dans cette direction et tenté de fuir la tempête par tous les moyens. Quelle qu'en soit la raison, ce geste aurait désormais de graves conséquences. Parce qu'au moment où ils ont réussi à démarrer le groupe auxiliaire de puissance et à rétablir l'alimentation électrique, ils n'étaient plus qu'à 7000 pieds d'altitude. Ils étaient aussi orientés à l'opposé de la base aérienne de Dobbins, située à plus de 20 miles. Une méthode rapide pour estimer la distance de vol plané d'un avion de ligne sans puissance est de multiplier l'altitude en milliers de pieds par 3. Donc, 7000 pieds donneraient environ 21 miles, sans compter l'extension des volets et du train d'atterrissage, ce qui réduira évidemment aussi une partie de la distance. Donc, dans un cas comme celui-ci, je doublerais simplement l'altitude à la place pour me donner de meilleures marges, et cela signifierait qu'à 7000 pieds, il pourrait planer sur environ 14 à 15 miles, mais pas 20. Après avoir rétabli la communication avec le contrôleur aérien, le commandant a déclaré une urgence et demandé des vecteurs vers Dobbins ainsi que les dernières infos météo, espérant toujours pouvoir y arriver. Le contrôleur aérien leur a donné un cap direct au sud-est vers la base, mais avec si peu d'altitude restante, il n'y avait désormais plus aucun moyen d'y parvenir. En passant à 5800 pieds et en descendant rapidement, le copilote a donc appelé leur contrôleur aérien et a expliqué « D'accord, écoutez, nous avons perdu les deux moteurs et je ne peux pas vous dire quelles seront les conséquences de cela. Nous n'avons que 2 moteurs. » À quelle distance est Dobbins maintenant? Le contrôleur aérien a répondu 19 miles, ce qui a dû être un choc brutal pour les pilotes. Le contrôleur aérien a demandé s'ils avaient redémarré un moteur. Le commandant a répondu « Négatif, aucun moteur ». Se tournant vers le copilote, il a alors dit calmement « Surtout, ne fais pas décrocher cet avion ». Il a alors sorti les volets, sans doute pour accroître leur marge de vitesse par rapport au décrochage. À présent, le copilote maintenait le DC-9 à la bonne vitesse et sous contrôle tout en essayant également d'obtenir rapidement les cartes d'approche de Dobbins devant lui, mais tous deux se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas trouver ces cartes rapidement. Le commandant a alors demandé au contrôleur aérien les infos météo et d'approche pour Dobbins, mais on lui a demandé de patienter.
Quelques instants plus tard, alors qu'ils étaient descendus à seulement 4600 pieds, le commandant de bord a de nouveau demandé la distance, mais on lui a répondu qu'ils étaient encore à 17 miles. Et à ce moment-là, les calculs ne collaient clairement pas. Il a donc dit au contrôleur aérien « Je ne sais pas si nous pourrons atteindre Dobbins ou non ». Le copilote a ajouté « Demandez-lui s'il y a quelque chose entre ici et Dobbins ». Le commandant s'est exécuté et le contrôleur du centre d'Atlan a d'abord indiqué que Dobbins était l'aéroport le plus proche. Mais il s'est alors rappelé l'aéroport municipal de Cartersville au nord-ouest de la Géorgie. Il a informé les pilotes qu'ils étaient à 10 miles au sud de Cartersville et le commandant a aussitôt demandé des vecteurs pour s'y rendre. On leur a dit de voler sur un cap 360, plein nord. Mais même 10 miles à ce stade, c'était encore trop loin. Tragiquement, les enquêteurs découvriront plus tard que Cartersville n'était pas non plus l'aéroport le plus proche. En fait, lorsqu'ils sont sortis de cette perte de conscience, ils étaient bien à portée de vol plané d'un petit aérodrome d'aviation générale appelé Aéroport Cornelius Moore en Géorgie. Sa seule piste mesurait environ 1200 mètres de long, ce qui aurait été juste suffisant pour que le DC-9 faiblement chargé en carburant puisse se poser avec un freinage maximal. Cependant, cet aéroport n'était indiqué sur aucune carte emportée par l'équipage et, étant hors de la zone couverte par Atlanta Center, il n'apparaissait pas non plus sur leurs écrans radars. Ainsi, personne n'a jamais réalisé que c'était une option. Pendant que tout cela se passait à l'avant, l'hôtesse à l'avant a entrouvert la porte du cockpit pour demander ce qui se passait et le pilote lui a sèchement ordonné de s'asseoir. Elle s'est donc simplement retirée. Mais ayant vu que le pare-brise était brisé et tout le chaos à l'intérieur du cockpit, elle a compris qu'un atterrissage d'urgence était imminent. Elle a donc commencé à préparer les passagers en leur expliquant comment ouvrir les issues de secours et comment se positionner pour l'impact. Elle a également appelé l'hôtesse de l'air à l'arrière et a commencé à discuter de la meilleure façon de se préparer, elle-même et leurs passagers, à ce qui allait arriver, suggérant même qu'ils devraient tous enlever leurs chaussures pour ne pas endommager les toboggans s'ils devaient les utiliser lors d'une évacuation. C'était en fait une bonne idée et cela faisait partie des procédures standards à l'époque, mais dans ce cas précis, cela allait avoir des conséquences vraiment négatives. Les hôtesses de l'air ont également fait tout cela sans recevoir d'instructions de la part de l'équipage de conduite, uniquement sur la base de leur propre évaluation, ce qui était un excellent exemple de professionnalisme. Alors que l'avion descendait en passant par 4000 pieds, les pilotes ont compris qu'un atterrissage forcé hors terrain était leur seule option. Le commandant voulait un champ dégagé, mais le copilote a exigé « Trouve-moi une autoroute ». Le commandant de bord a répété qu'il devrait essayer de se poser dans le prochain champ dégagé, mais cette région de Géorgie était très boisée en 1977, donc les grands champs étaient assez rares. Et le copilote a donc continué de croire que leur seule option était la Georgia State Route 92, une grande route à 2 voies traversant ce qui était alors la paisible ville rurale de New Hope. Le commandant de bord a montré cette route et a dit « Il n'y a pas de voiture ». Mais lorsque le copilote a demandé si elle était droite, le commandant de bord a ajouté que ce n'était pas le cas. Ce à quoi le copilote a simplement répondu « Eh bien, il va falloir la prendre ». Le commandant a prévenu une dernière fois le contrôle aérien « Nous allons nous poser sur la route, nous n'avons plus rien ». En faisant cela, il a aussi abaissé le train d'atterrissage. Se ressaisissant, le copilote s'est dit « J'espère que je peux le faire ». Puis « Je l'ai. » À un moment, il a montré une voiture et dit « Je vais atterrir juste au-dessus de ce gars-là ». Avec moins de 100 pieds entre le vol 242 et la route, le copilote continuait à s'encourager lui-même. À court d'altitude et de temps, il a dit « On va le faire ici ». Pendant ce temps, les agents de bord criaient aux passagers « Penchez-vous et attrapez vos chevilles ». Alors que l'avion descendait à seulement quelques pieds au-dessus de la route, les 2 ailes ont commencé à heurter des arbres, puis des poteaux électriques et des lignes à haute tension. Les derniers mots, enregistrés sur l'enregistreur de voix du cockpit, ont été captés à 18h18, un peu plus de 20 minutes après leur départ de Huntsville. Alors que le copilote criait « Je l'ai, je l'ai !» suivi d'un juron du commandant de bord et du bruit horrible de l'avion en train de se disloquer. Les 2 pilotes ont freiné dès que le train d'atterrissage a touché la route, mais c'était déjà trop tard. En quelques secondes, l'aile gauche a percuté un talus et s'est arrachée.
L'avion a alors effectué un violent lacet vers la gauche, projetant le nez dans une station-service en bord de route où il a malheureusement percuté et tué plusieurs automobilistes qui s'étaient arrêtés pour faire le plein. Une boule de feu a rapidement englouti cette station-service et l'avion a continué sa trajectoire latérale à travers les jardins de plusieurs maisons où d'énormes arbres ont bientôt déchiré le fuselage en 5 morceaux. L'épave en flammes s'est finalement arrêtée après avoir glissé sur près de 600 mètres, laissant derrière elle une traînée de destruction et de feu à travers le centre de New Hope. Et la destruction de la cellule de l'avion était si étendue que de nombreux passagers ont été tués sur le coup, et même ceux dont les sièges étaient restés intacts n'avaient que quelques secondes pour échapper à la fumée et aux flammes. Des passagers ont fui par les brèches du fuselage avant que la chaleur et la fumée ne bloquent toute sortie, d'autres ont été éjectés lors de la dislocation de l'appareil. Beaucoup de ceux qui ont réussi à s'échapper l'ont fait pieds nus, aggravant la gravité de leurs blessures. Les 2 agents de bord ont survécu et leurs consignes de sécurité en cabine ont été identifiées comme l'un des rares facteurs maîtrisables ayant augmenté les chances de survie lors de l'accident. Les secouristes bénévoles locaux sont vite arrivés, mais l'accident avait endommagé les infrastructures et déclenché plusieurs incendies, dont celui de la station-service, transformant le sauvetage en course contre la chaleur et le temps. Environ la moitié des occupants du vol 242 ont péri sur le coup, y compris les 2 pilotes, et lorsque tout fut terminé, 20 autres personnes étaient mortes à cause de l'incendie, ainsi que 9 personnes à la station-service. 2 autres sont morts dans les jours et mois suivants, portant le total à 22 morts, tandis que 22 passagers et membres d'équipage ont survécu. L'enquête qui a suivi devait maintenant répondre à 2 questions. Comment un avion de ligne à réaction a-t-il pu perdre la poussée sur les 2 moteurs en vol et pourquoi se trouvait-il au cœur d'un violent orage? Maintenant, si vous regardez ici, vous trouverez les réponses à ces 2 questions, telles qu'expliquées par le NTSB dans le rapport final. Mais je tiens aussi à mentionner qu'il y avait une autre leçon difficile à retenir ici. Les autoroutes ne sont pas des pistes d'atterrissage. Bien que souvent utilisés dans les films hollywoodiens pour les atterrissages d'urgence, ces lieux sont en réalité parmi les pires options, et Southern 242 fut le dernier avion de ligne à y tenter un tel atterrissage, du moins à ce jour. Les pilotes actuels sont peu enclins à agir ainsi, car ils disposent de meilleures informations météo, connaissent mieux le comportement des moteurs sous forte pluie et sont formés à gérer une double panne moteur. Ainsi, comme toujours, cette horrible tragédie a finalement permis de rendre l'aviation plus sûre à bien des égards. J'espère maintenant que vous avez découvert notre nouvelle chaîne, Mentours Black Box, où mon équipe et moi expliquons des accidents et des incidents en dehors de l'aviation de la même manière que nous le faisons ici. Nous publierons de nouvelles vidéos tous les 2 mois, alors allez voir et abonnez-vous. Et puisqu'on parle de découvrir des choses, regardez un peu l'accueil réservé à notre dernier épisode. Sachez que nous apprécions vraiment chacun de vos commentaires et j'en lis autant que possible. Maintenant, si vous souhaitez soutenir le travail que nous continuons à faire sur toutes nos chaînes, envisagez de rejoindre ma communauté Patreon en scannant ce QR code ou en allant sur patreon.com/join/mentorpilot. C'est vraiment très apprécié. Je suis Peter Hernfeld, vous regardez Mentor Pilot. Passez une excellente journée et à la prochaine. Au revoir.